Eh bah, très très bien. On va continuer du coup avec SCP-50-IT. La, la Galéas. Alors, SCP-050. C'est un Euclide. Oh! Une peinture représentative du SCP datant du début du XVIe siècle. Trop bien. Alors, SCP-050-IT est une galéasse, du coup, qui est un bateau militaire vénitien, de 41 mètres de long sur 6 mètres de large. Le SCP est fait de bois, et sa coque est couverte de pois. Le bateau possède 3 voiles et avait 18 canons à bâbord et autant à tribord. C'est un bon bateau, quoi. SCP-050-IT-1 est le capitaine du bateau qui s'appelle Lorenzo A. Il a 43 ans. Il mesure 1,72 m et a les yeux marrons, les cheveux noirs et plusieurs dents manquantes. Il est né en 1293 à Venise et parle le dialecte vénitien, bien qu'il apprenne l'italien moderne. Dans le navire se trouvent 18 autres personnes, visiblement l'équipage du navire, 17 marins et un cuistot. Tous les hommes dont l'âge est compris entre 16 et 55 ans. Cependant, ils ont tous refusé de parler au personnel du site. Ok. Après la datation faite par les chercheurs du site Pluton, le SCP date du XIVe siècle. Le chargement du SCP est essentiellement composé de nourriture, d'armes et de poulets de canon. Le capitaine ne comprend pas comment lui, son navire et son équipage sont arrivés à cette époque actuelle. Il est méfiant envers le personnel, mais n'est pas hostile. Il a laissé les chercheurs fouiller son navire et leur a confié son chargement et ses canons. L'équipage se comporte de la même manière que son capitaine, mais ne semble pas hostile non plus, bien que les marins n'aient jamais voulu parler avec le personnel. Lorsqu'il n'est pas en mer, l'équipage du SCP, en particulier le capitaine, aime observer les activités des agents de la Fondation, mais sans jamais intervenir. Selon le capitaine, ça ne sert à rien d'essayer de comprendre, c'est trop étrange pour nous. Est-ce qu'ils auraient fait un bond dans le temps? Ce serait incroyable. Avant son confinement, le capitaine devenait hostile lorsqu'il rencontrait des ferries et des porte-conteneurs. Cette réponse semble être une réaction de peur causée par les dimensions de ces bateaux ainsi qu'à l'ignorance de l'équipage quant à l'existence de tels navires. Ce genre d'incident s'est produit au moins 3 fois. Un près du port de Spezia avec le naufrage d'un porte-conteneur. Une autre fois le 21 septembre dans les années 2010 avec le naufrage d'un ferry de la compagnie NGV pendant le voyage entre Livourne et Bastia, dans lequel plusieurs dizaines de personnes sont décédées. Et le 30 septembre dans les années 2010, avec des dommages causés à l'unité navale 1 sur le site Nettuno, pilotée par le capitaine Laurent Zini. La surintendance S5 a demandé à la CIR 3 d'inventer une histoire de couverture pour dissimuler les vraies raisons des deux premiers incidents. La CIR 3 a fait croire à la présence de rochers qui avaient perforé les coques des navires. Pour le journal de récupération, voir les addenda suivants. D'accord, très bien. Donc on est en présence en fait d'un bateau qui aurait voyagé dans le temps potentiellement. Procédure de confinement spéciale. Donc le navire est actuellement à quai sur la rive du site Nettuno. Une sortie de mer lui est permise 2 fois par semaine. Lors de ces sorties, le bateau doit être surveillé par une équipe de la FIM 2. Ok. L'équipage a l'autorisation de pêcher bien qu'ils aient assez de nourriture sur le site de confinement. Le navire ne doit pas s'éloigner à plus de 8000 nautiques, donc 15 km des rives du site. Ces canons ont été retirés pour des raisons de sécurité. Si le navire s'éloigne trop de la côte, il doit être rattrapé et ramené avec l'air de soutien du site par la FIM 2. Il est interdit aux navires de s'approcher des côtes italiennes afin que les incidents comme le Bastia-Livourne ou celui de la Spanza ne se reproduisent pas.
Si des civils voient le SCP durant l'une de ses sorties en mer, il leur sera expliqué que c'est un navire historique appartenant à des passionnés d'histoire de la navigation. Ce qui n'est pas faux comme excuse parce que moi-même, ça m'est arrivé parfois quand j'allais à la mer de voir effectivement des reconstitutions d'anciens navires qui font escale dans les ports et tu peux les visiter et tout. C'est trop bien. Journal de récupération. Mais de la directrice Contadi à la FIM 2 et aux unités navales. Donc du coup, elle a envoyé un mail au chef de la FIM, à Daniel Lorenzini, qui est le capitaine de l'unité navale, et à Rachel Sililiani, qui est capitaine de la 2e unité. Ok. Capitaine, capitaine et capitaine. Bonsoir à vous tous les capitaines. Comme vous l'avez peut-être lu dans la presse le 2 septembre, un ferry de la compagnie NGV reliant Bastia à Livourne a fait naufrage sur le trajet, provoquant 87 morts et 27 blessés. Les témoins affirment avoir vu un bateau à voile tirer sur la coque du ferry à grands coups de canon, mais aucun navire de ce genre n'est actuellement en circulation en Méditerranée. J'ai donc regardé les images du naufrage prises par les survivants et envoyées sur les réseaux sociaux. Effectivement, j'ai pu voir quelque chose frapper la coque du navire, de manière si violente qu'elle s'est brisée. Les images du naufrage visibles sur les réseaux sociaux montrent la présence d'un bateau à voile. La Sierre 3 s'occupe actuellement de les faire disparaître. L'affaire aurait été classée en tant qu'accident dû à un contact trop brutal avec la colle qu'avec les rochers. Si je ne m'étais pas assuré de la nature du terrain sous-marin sur le lieu du naufrage. Selon l'Agence européenne pour la sécurité marine, il n'y a pas de rochers à cet endroit. Le trou dans la coque aurait été fait par autre chose. Cette histoire de bateau à voile me laisse perplexe, mais me rappelle l'incident du porte-conteneurs, où l'équipage avait vu un bateau à voile leur tirer dessus à coups de canon. Vous trouverez ci-joint les images postées sur les réseaux sociaux. C'est un vaisseau militaire du Moyen-Âge avec 36 canons, 18 à bâbord, 18 à tribord, et à 3 voiles. Selon mes estimations et celles des chercheurs du site Pluton, ce navire est une galéasse. Mais selon mes informations et celles de la Sierre 1, aucune reconstitution du navire du XIVe siècle ne circule en mer Méditerranée en ce moment. Je vous demande de faire très attention lorsque vous naviguez. Le bateau pourrait vous attaquer. Si vous le voyez, je vous prie de m'avertir immédiatement afin que nous puissions organiser sa capture. Donc ça, c'est l'entretien avec l'un des survivants, à mon avis, du naufrage, là. Alors, c'est ça. Bonjour, docteur. Alors que nous longions la Corse, nous avons trouvé 9 personnes dans l'eau, certainement des survivants du ferry qui sont échoués hier entre Livourne et Bastia. Nous les avons secourus et je pense qu'ils peuvent nous donner des informations très utiles à propos de la galéasse qui a attaqué leur ferry. Je leur demanderai des informations lorsque nous les aurons soignés. Bien sûr, capitaine, aucun problème. Il suffira ensuite d'administrer des amnésiques adéquats à tous les témoins, comme le veut le protocole. Alors, c'est parti. Bonjour monsieur, je suis du coup capitaine du navire du coup qui l'a recueilli. J'ai quelques questions à vous poser, ça vous convient? Oui, allez-y. Ok, alors pour commencer monsieur, comment ça va? Mieux. Bien, alors commençons. Savez-vous pourquoi le navire a fait naufrage? Avez-vous vu quelque chose, entendu quelque chose? Oui, j'ai vu quelque chose, mais c'est irréaliste. Vous ne me croirez pas. J'ai entendu pas mal de choses étranges dans ma vie, ne vous en faites pas. Bien. Alors j'étais sur le pont du bateau et je regardais la mer. C'était la première fois que je prenais le bateau pour aller à Bastia. D'habitude, je prends l'avion. Eh ben, tu vas prendre l'avion H24 maintenant, à partir de maintenant. C'est sûr et certain. Et qu'avez-vous vu? J'ai vu un trou se former au loin. Je ne savais pas qu'il existait des choses pareilles en Méditerranée. Normalement, il n'y en a pas, vous avez raison, mais ça m'intéresse. Continuez. Vous pouvez me décrire ce trou, s'il vous plaît? C'est comme... je ne saurais pas dire. Comme un maelstrom. Un tourbillon, c'était irréaliste. Un maelstrom? D'accord. Ce maelstrom qui se formait était proche de la trajectoire du navire? Non, il était loin.
On a eu le temps de s'arrêter pour éviter d'être aspiré. J'ai eu tellement de chance. Donc là, il est en train de regarder les images trouvées sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est vraiment irréaliste, c'est qu'un vieux bateau est sorti du Maelstrom. C'est surréaliste, je sais, mais je ne suis pas fou, je vous le jure, je ne mens pas. Ce n'est pas un résumé de Pirates des Caraïbes. Je n'ai jamais pensé que vous étiez fou. Pourriez-vous me décrire le bateau? Un bateau en bois avec des voiles, comme un bateau du Moyen-Âge. D'accord. Une galéasse? Je ne sais pas, je n'y connais rien. Mais ça m'a fait penser à un navire du Moyen-Âge. Et puis, le trou s'est fermé et le bateau s'est approché du ferry. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un navire militaire, hostile. Mon Dieu. Hostile? Pouvez-vous être plus précis? Il y avait des canons. Il a tiré sur le ferry. Un boulet de canon, puis un autre. Il y en avait tellement de canons. Donc là, le sujet tremble vraiment. Et la meuf, elle attend qu'il se calme. Et ces boulets ont détruit la coque. Et ensuite, qu'a fait le navire? N'avez-vous rien vu? Ce n'est pas que je n'ai rien vu. Je voulais m'échapper, on était en train de couler. Je comprends tout à fait. Donc la dernière chose que vous avez vu était le bateau qui vous tirait dessus avec des boulets de canon. Non, je ne me rappelle pas bien du naufrage. Je crois que je me suis évanouie. Lorsque j'ai repris conscience, j'étais tombée dans l'eau. Et alors que j'espérais que les secours arrivent vite, j'ai vu le vieux bateau s'éloigner. Un maelstrom s'est reformé pour le faire disparaître? Non, il a seulement disparu. Et il a disparu vers l'horizon. Oui. Je pensais que l'équipage voulait me capturer, mais il ne l'a pas fait. La mer m'a éloignée du ferry et je me suis retrouvée ici avec les 8 autres, complètement perdue, gelée et malade. Puis votre bateau est arrivé, vous et vos hommes nous avez sauvé la vie. Nous sommes un navire médical, c'est notre travail. Que va-t-il m'arriver maintenant? Nous cherchons actuellement un port pour vous ramener en Italie, afin que vous et les autres survivants soyez soignés correctement. Vous pouvez aller vous reposer maintenant, vous m'avez dit tout ce que je voulais savoir. Très bien. Eh ben, franchement, en fait, là, ça fait vraiment un voyage dans le temps. Comme si, en fait, le navire, il est rentré dans un maelstrom, du coup, dans les années 1400. Non, 1300. Et que le maelstrom, en fait, a fait en sorte que le navire fasse un énorme bond en avant jusqu'à notre époque à nous. Et si c'est ça, eh ben, écoute, force à l'équipage qui a vécu ça, parce que ça doit être horrible d'être une personne du Moyen-Âge qui vient à notre époque actuelle. Et force à eux aussi parce qu'ils ne pourront plus jamais revoir leur famille. Alors là, on a la capitaine du coup qui vient d'interroger le mec qui envoie un message du coup à la directrice du site. Il n'existe pas de forme marine en mer trirrénienne. Je n'en ai jamais vu. Encore moins de maelstrom. Cependant, l'histoire m'intéresse. Pouvez-vous trouver le trou qui m'a été décrit pouvait être un genre de portail spatio-temporel. Ça c'est ça, voilà. Vous avez raison, Rachel. Il existe 2 fosses marines en Méditerranée, mais elles se trouvent en mer Ionienne. Et en ce qui concerne le maelstrom, il n'y en a pas en Méditerranée. C'est normal étant donné que la mer Méditerranée, c'est une mer, ce n'est pas un... C'est dans les océans qu'on trouve les maelstroms. L'idée du portail spatio-temporel m'intéresse, je la retiens. Alors, on continue avec le confinement du SFP. Personnel impliqué. Oula, il y a pas mal de monde. On a la capitaine de l'unité navale 1. On a l'équipe A de la FIM 2. Oh là 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 là. Et aussi l'équipe bêta. Waouh. Et aussi l'équipe bêta de la FIM 7. Waouh, il y a du monde là.
du coup, les superviseurs, donc c'est la directrice du site, ainsi que le vice-directeur du site Victoria. D'accord. Capitaine Aramini, je demande un secours immédiat. Que se passe-t-il, capitaine Lorenzini? Un maelstrom s'est formé dans la mer, et si j'en crois ce que les témoins ont raconté au capitaine, le bateau à voile pourrait en sortir et nous pourrions être attaqués. Ok, je vous envoie une de mes équipes. En 25 minutes, l'équipe Alpha de la film 2, dirigée par le lieutenant Amarino, arrive sur place et se joint à la force navale 1, qui s'est arrêtée à 5 km du maelstrom. Le maelstrom est ouvert, mais rien n'en sort. Bonjour capitaine, je suis le lieutenant Amarino de la film 2. Nous avons vu le maelstrom, pensez-vous que le bateau pourrait en sortir? J'ai envoyé un drone pour prendre des photos. Elles sont extrêmement similaires à celles que j'ai vues sur les réseaux sociaux après le naufrage du ferry. Ok, j'envoie les pilotes de l'hélico. Donc du coup, aux deux agents, protégez l'unité navale 1 en cas où l'entité apparaît et ouvrez le feu. Le maelstrom s'élargit, s'approchant de l'unité navale 1. Oh putain, on recule, on recule! L'unité navale recule. L'hélicoptère de la FIM s'élève. Envoyé par le docteur Andrizzi, directeur du site Victorio, à la demande de, notre directrice du site Nettuno. 2 hélicoptères de la FIM 7 arrivent et se postent au-dessus du maelstrom. Capitaine, l'autre capitaine, FIM 7. Nous avons été envoyés pour aider la FIM 2 au cas où votre unité serait attaquée par l'entité. Le directeur Andrizzi, nous sommes arrivés au-dessus du maelstrom. Bien reçu, agissez avec précaution. 7 minutes plus tard, le bateau sort du maelstrom, s'arrêtant à 800 mètres de l'unité navale 1. Oh mon dieu, j'en ai vu des choses, mais ça... Rachel avait raison. Une galéasse. C'est exactement à ce quoi on pensait. Les 2 hélicoptères de la FIM 7 reculent vers l'unité navale 1 pour la protéger. Le maelstrom se referme. Hélicoptère, attention! L'entité est un navire militaire du Moyen-Âge. Vous savez que ce n'est qu'une galéasse, Francesco? J'ai fait des études d'histoire militaire, Ariana. L'hélicoptère, vous m'entendez? Je vous entends, directeur. J'ai vu 36 canons, 18 de chaque côté du vaisseau. Le navire s'approche de l'unité navale 1. L'hélicoptère de la FIM 7 s'élève, prêt à riposter en cas d'attaque. Un boulet de canon pourrait fortement endommager la coque de mon unité. Ariana, ce fut un plaisir de travailler avec vous. Allons, capitaine, ne dites pas cela. La galéasse n'a pas encore tiré. Un cri se fait entendre dans le navire. Il y a une détonation. Tire depuis bâbord. Unité navale 1, Daniel. Reculez, reculez. On se déplace. Ça y est, c'est la guerre navale. Ça y est, ça bouge. Alors, l'unité navale 1 s'est déplacée vers la gauche en évitant de justesse le canon, mais par contre, on a perdu le signal radio. Daniel, vous m'entendez? Daniel! Capitaine! Daniel, vous m'entendez? Capitaine, dites-moi ce qui est arrivé à l'unité navale 1, s'il vous plaît. L'unité n'a pas été touchée, mais on n'a pas de nouvelles du capitaine. Il y a une autre détonation qui se fait entendre. Nouveau tir, depuis tribord. Capitaine! L'unité navale se déplace de nouveau vers la droite. Capitaine! Le contact avec l'unité navale 1 reprend, enfin! Docteur, vous m'entendez? Vice-capitaine, au rapport! Ah, Mélada! Je suis rassurée. Nous avons perdu le contact avec le capitaine. Où est-il? Il est tombé dans le déplacement trop rapide de l'entité. Il s'est blessé à la tête. Le médecin de bord est en train de le soigner. J'ai pris le commandement et fait déplacer l'entité. Très bien. Mon Dieu! C'est une bataille navale, là! Docteur! Il semble que la galéasse n'ait plus de munitions. Le capitaine et moi-même attendons les instructions. Rien pour le moment, attendez. Docteur, peut-être que si je vais vers la galéasse, avec le hors-bord de l'équipage, n'aura pas peur. Non, attendez un peu, on ne sait pas ce que la galéasse pourrait faire. L'entité ne bouge pas et ne tire plus. Ok. Docteur, je pense qu'on peut envoyer le lieutenant avec le hors-board.
il est plus mobile que le Naval 1. D'accord, mais je laisse les hélicoptères comme couverture aérienne. C'est une bonne idée. Après avoir obtenu l'autorisation des deux directeurs, l'unité navale envoie le hors-board piloté par le lieutenant avec à son bord les deux agents. Le hors-board se dirige vers l'unité alors que l'unité navale recule. Lieutenant, je vous en supplie, soyez prudent. Ouais, s'il te plaît, sois prudent. Le hors-board s'éloigne en direction de la Galéas et la légion radio se coupe. Certainement à cause d'une maelstrom. Message radio du lieutenant à la directrice. Directrice Comte a dit: nous sommes entrés en contact avec le bateau à 12h45 avec notre hors-board. Lorsqu'ils nous ont vus, les marins ont crié et montré leurs armes avant d'appeler celui qui est désigné comme leur capitaine. Les marins sont vêtus comme des militaires vénitiens du XIVe siècle, ce qui colle avec notre estimation quant à la datation du navire. De plus, le capitaine ne semble parler que le dialecte vénitien. Heureusement, je sais le parler aussi. Vous avez de la chance. Le capitaine n'a pas tiré lorsqu'il nous a vus, mais il nous a montré son épée et a demandé quelles étaient nos intentions. Nous lui avons dit que nous ne pouvions lui offrir un endroit où jeter l'ancre. Ces hommes lui ont demandé s'il y avait un risque de rencontrer des bateaux géants et si l'étrange navire au loin pouvait représenter un danger. J'ai alors pensé qu'il parlait des ferries et des porte-conteneurs et de leurs dimensions. L'étrange navire pourrait être l'unité navale 1. Je lui ai dit que là où nous voulions l'emmener, il n'y avait pas de risque de rencontrer ce genre de navire et que l'unité navale 1 n'était pas hostile, qu'elle voulait seulement l'aider et l'emmener là où il pourrait jeter l'ancre en toute sécurité. L'entité a accepté de nous suivre. Nous sommes en route vers l'unité navale 1 avec l'entité. Ok, et après on a du coup l'entretien avec le capitaine du navire. Alors. Du coup, c'est... Ok, donc là, le capitaine, il est interrogé par la directrice du site et le lieutenant Amarino. Le capitaine a demandé lui-même un entretien avec le personnel afin de poser des questions. Le sujet a été introduit dans le bureau du docteur, accompagné par deux gardes. Le docteur est assisté du lieutenant qui se charge de la traduction entre les deux dialectes, du coup. Bonjour, capitaine. Bonjour, madame. J'ai plusieurs questions à poser. Allez-y, je vous en prie. Bah, moi aussi, mais vous inquiétez pas, on a tout notre temps, là. Alors, merci d'abord, je voudrais savoir où je suis. Je vous êtes sur l'île de Monte Cristo, qu'ici nous appelons site Nettuno. What? Je savais pas que le site était là-dessus. Parce que moi j'ai vu le dernier film là du conte de Monte Cristo là qui est sorti au cinéma. J'ai adoré ce film d'ailleurs, mais c'est incroyable. Étant donné qu'en plus c'est une île légendaire, c'est le meilleur endroit pour poser un site de confinement sur une île, quoi. Non, je veux savoir dans quel monde je me trouve. Ah, vous êtes dans le même monde, mais pas à la même époque. Pas à la même époque, mais que s'est-il passé? Nous ne savons pas. Nous pensons que vous auriez pu nous le dire. Et vous ne m'avez rien dit. Nous pensions que vous étiez un navire historique. Il y en a quelques-uns en Europe. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas?
Rien, je ne comprends rien. Pourquoi moi et mes hommes sont ici? Comment on s'est retrouvés ici? Et qu'est-ce qu'on doit faire ici? J'ai été puni par Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? On sait pas. On sait pas, mon mec. On est Nous sommes perdus. Vous n'avez pas pu rentrer à Venise? J'ai essayé, mais il y a eu un navire géant. Il m'en a empêché. Un navire géant? Vous pouvez préciser? Je peux pas expliquer. Ce n'était pas un bateau à voile. Ah, est-ce que c'est celui-là? Oui, celui-là. Un navire de notre époque dont plus personne n'a peur. Bien qu'il soit très grand. Il emmène des gens en France et dans diverses îles de la mer Méditerranée. Je comprends. Nous aussi, nous avons des questions pour vous. Allez-y. Des survivants du naufrage du ferry ont dit que votre navire était sorti d'un trou dans la mer. C'est aussi ce qui s'est passé lorsque notre unité vous a trouvé. Vous vous déplacez de cette manière? Oui, nous sommes souvent engloutis par ces trous. La première fois que c'est arrivé, nous rentrions de la guerre, et lorsque nous sommes sortis du trou, nous étions à Venise. Mais il y avait ce bateau. Et qu'avez-vous fait? Vous vous êtes éloigné? Oui, on a eu peur. Puis un autre trou est apparu, avons été engloutis. Et vous en profitez pour vous déplacer plus rapidement. Nous n'en profitons pas. Ni moi ni mes hommes, nous détestons nous déplacer comme ça. Le problème, c'est que je ne peux pas empêcher ces trous de se former. Et mes hommes et moi ne pouvons pas résister. Nous avons essayé, c'est impossible. L'eau de la mer n'est pas agréable, croyez-moi. Depuis combien de temps vous vous déplacez au moyen de trous dans la mer? Je ne sais pas, trop longtemps. Simplement parce que je ne peux plus retourner à Venise et je ne sais pas où jeter l'ancre. Pensez-vous que ce soit dû à une malédiction? À la magie? Je ne sais pas. Je voulais juste retourner à Venise après la guerre. À chaque trou, je perds des marins. Je ne veux pas faire mourir tout mon équipage. Maintenant que vous êtes sur notre île, vous ne courez plus ce risque. Nous, en effet, nous avons trouvé un port où jeter l'ancre, dans un lieu sûr. La meuf est en train de montrer une photo du porte-conteneur au capitaine. Avez-vous déjà vu ce genre de bateau? Il recule terrifié. Ces deux navires ont coulé. Il y avait des trous dans leur coque et les marins ont dit qu'ils avaient vu un bateau à voile leur tirer dessus avec des boulets de canon. C'était votre galéasse. Pourquoi avez-vous fait ça? Imaginez un navire inconnu. Et aussi gros, vous foncez dessus. Vous n'auriez pas peur? Si, je pense que si. Certainement. Vous voulez dire que vous avez tiré sur ces navires parce que vous aviez eu peur? Oui. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais j'ai eu très peur. Si je ne l'avais pas fait, tous ces gens seraient encore en vie. Si j'avais su. Le docteur montre une photo d'un petit chalutier. Avez-vous rencontré ce genre de bateau? Oui, mais il n'était pas gigantesque. Ils ne nous ont pas fait peur, donc nous n'avons rien fait. Et c'est pour la même raison que vous avez tenté d'attaquer notre navire, à cause de ses dimensions. Oui, je suis désolée. Je ne savais pas que vous vouliez m'aider. J'espère n'avoir tué personne. Le capitaine a été blessé à la tête, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Il va bien. Il va bien. Je suis tellement désolée. Note du docteur. Il est impératif que l'entité se trouve loin des itinéraires des ferries et des porte-conteneurs. Oui, c'est une excellente idée. Après, je pense personnellement que maintenant, petit à petit, avec le temps, ces marins vont commencer à s'habituer en fait à notre époque. Même s'ils vont pas tout savoir de notre époque, je pense qu'ils vont pas utiliser Internet ou quoi que ce soit. Mais petit à petit, en fait, au niveau de la mer et tout, comprendre en fait que les navires qu'ils croisent, c'est pas des navires méchants en fait. Et dans tous les cas, même s'ils croisaient des navires méchants, étant donné que pendant les courses en fait, pendant les promenades qu'ils font,
Il y a toujours une force d'intervention mobile en fait qui est avec eux, ou en tout cas des navires. Ils pourront les protéger au cas où il y a un problème, quoi. Mais du coup, effectivement, il semblerait que ça soit un espèce de voyage dans le temps, en fait, qui se soit passé. Et c'est là où, moi, j'avoue que j'ai eu une explication sur une question qui me trottait dans la tête depuis, en fait, le début que je vous avais pas dit. C'est que, alors, il nous avait dit qu'il y avait... Il y avait... C'est ça. 18 personnes sur un navire. Sur un navire comme ça, t'as que 18 personnes pour le gouverner? Certainement pas. En fait, le truc, c'est qu'à mon avis, ils ont dû traverser plusieurs fois en fait ces fameux trous de l'espace qui sont dans l'espace et du temps, les trous spatio-temporels, et qu'en fait à chaque fois, comme l'a expliqué le capitaine, ils perdaient un membre de l'équipage. Donc ça veut dire que ils ont perdu certainement des dizaines de membres de l'équipage parce qu'en fait, pour moi, pour un navire comme ça, je pense qu'il te faut minimum une centaine de personnes. Le bon côté des choses, ils ont pas perdu le cuistot.